deux commentaires sur deux interventions qui ont eu lieu hier soir à la soirée OQI confinée organisée par Jeanne Siofachin le 29 avril 2020. Et donc les deux interventions qui m'ont un petit peu interpellé et auxquelles il n'a pas été possible de répondre sont celles de François Vialat et la conclusion d'Olivier Revol. Alors pour commencer par l'intervention de François Vialat, qui était immédiatement après la mienne, elle m'a intéressé d'emblée puisqu'il a essayé de défendre un point de vue un petit peu pathologique du OQI, mais en le défendant avec des études scientifiques référencées. Et donc là, j'ai vu des études que je ne connaissais pas toutes et je me suis dit, ah tiens, je vais peut-être apprendre quelque chose. Et donc, j'ai commencé à regarder les références qu'il était en train de citer. Alors évidemment, c'était difficile parce qu'il parlait vite, il avait plusieurs références par diapo, et donc je n'ai pas pu tout vérifier, j'en ai attrapé quelques-unes au vol, et j'ai regardé. Et de fait, j'ai été un petit peu déçu parce que à chaque fois que j'ai regardé, j'ai trouvé que les références citées ne disaient pas la même chose que ce qu'il leur faisait dire. Alors je vais vous expliquer pourquoi sur les quelques exemples que j'ai trouvés. Donc, premièrement, il a commencé par nous parler du lien entre le QI et la réussite scolaire, en nous disant, bah oui, il y a une corrélation entre le QI et la réussite scolaire, mais une corrélation, ça n'est pas la preuve d'un lien de causalité. Oui, merci, on le savait. Et donc, on croit toujours que c'est que le haut QI permet d'avoir une bonne réussite scolaire, mais peut-être que ça pourrait être le lien de causalité inverse, que c'est la réussite scolaire qui augmente le QI. Alors là, les spécialistes du raisonnement ont peut-être tout de suite détecté un biais argumentatif qui est bien connu, qui s'appelle le faux dilemme. Donc là, vous voyez, on vous propose deux alternatives et on vous dit, soit c'est le QI qui prédit la réussite scolaire, soit c'est la réussite scolaire qui prédit le QI. Mais pas les deux. On vous fait croire qu'il y a une exclusivité mutuelle entre les deux possibilités, alors qu'en fait, elles pourraient toutes les deux être vraies. Bien sûr que le QI prédit la réussite scolaire, mais il est fort possible aussi que la scolarisation augmente le QI. Et donc, là déjà, vous voyez, ça démarre mal. À l'appui de cet argument, Vialat nous cite la méta-analyse de Ricci et al. Alors ça tombe bien, celle-là, je la connais bien. C'est un article que je connais très bien et que je cite moi-même. C'est une méta-analyse extrêmement intéressante qui montre que, effectivement, la scolarisation, chaque année de scolarisation, augmente un petit peu l'intelligence des enfants. Et chaque année supplémentaire de scolarisation l'augmente encore un petit peu, d'un équivalent d'à peu près 3 points de quotient intellectuel. Donc ça, c'est un résultat très important qui montre de fait que la scolarisation, c'est le mécanisme le plus puissant qu'on connaisse pour augmenter l'intelligence des enfants. Donc, il est tout à fait vrai qu'on peut dire qu'il y a un lien de causalité de la réussite scolaire, ou en tout cas de la scolarisation, vers l'augmentation de l'intelligence. Mais, comme je l'ai expliqué, ça n'implique pas du tout que l'autre lien de causalité soit faux, que le QI augmente la réussite scolaire. Et de fait, on a plein de preuves du fait que le QI prédise la réussite scolaire, parce qu'on a des études longitudinales dans lesquelles on mesure le QI chez l'enfant jeune et on mesure sa réussite scolaire bien plus tard, peut-être 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Et là, évidemment, les deux liens de causalité ne sont pas possibles. C'est forcément du QI vers la réussite scolaire, ça ne peut pas être le contraire, puisque le QI est mesuré bien avant la réussite scolaire. Donc tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a ce lien de causalité aussi. Donc en fait, la conclusion qu'on doit tirer, c'est qu'il y a un lien de causalité dans les deux sens. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que disent Ricci et Tucker-Bromm. Et il n'y avait pas à chercher plus loin que dans l'introduction de l'article pour lire exactement ça. Ils disent les études longitudinales démontrent que les tests d'intelligence précoce prédisent la réussite scolaire ultérieure. Ouais, donc il n'y a pas de contestation, il fallait lire juste un petit peu plus loin que le résumé de l'article. Deuxième point, François Vialat nous dit qu'il y a des études portant sur la population générale. Alors oui, ça va revenir parce que j'ai dit, si on veut pouvoir dire des généralités sur les hauts QI, et pas seulement sur les hauts QI qui consultent les psys, il faut faire des études en population générale et identifier ceux qui ont un QI supérieur à 130. Donc il a essayé de répondre à ça. Il nous dit il y a des études portant sur la population générale dans lesquelles on trouve une proportion assez importante d'élèves en difficulté.
Et à l'appui de ça, il nous cite cette étude de Feigl 1983, et il nous dit les étudiants réussissent mieux leurs études, mais présentent aussi plus fréquemment des troubles des apprentissages. Les étudiants au QI réussissent mieux leurs études, mais présentent plus fréquemment des troubles des apprentissages. Et en décrivant l'étude de Feigl, là, on lit quelque chose, sur 415 adolescents en échec, 43 sont au QI. Donc, vous voyez, déjà, on tique un petit peu parce que ce n'est pas la même chose que ce qui est dit dans la phrase précédente. Il veut nous faire croire que les hauts QI présentent une plus forte probabilité d'avoir des troubles d'apprentissage, mais en fait, ce que son étude dit, c'est que les adolescents qui sont en échec ont un pourcentage élevé de hauts QI parmi eux, ce qui n'est pas le même résultat. Alors, bon, si on veut y voir plus clair, il faut aller voir l'étude, ce que j'ai fait. Et voici la référence de l'étude et l'abstract. Et alors là, il y a des choses intéressantes à voir. Premièrement, il s'agit d'une étude qui porte sur 415 adolescents diagnostiqués comme ayant un trouble d'apprentissage. Donc, première remarque, ce n'est pas une étude portant sur la population générale. C'est une étude portant sur une population clinique diagnostiquée avec trouble des apprentissages. Deuxièmement, effectivement, cette étude nous dit que sur ces 415, ils ont tous passé un test de QI, et on en trouve 43 qui avaient un haut QI. Et donc 43, ça fait à peu près 10,4%. Alors à partir de là, est-ce que c'est beaucoup, 10,4% de haut QI dans une population d'élèves avec trouble des apprentissages? Ben, ça dépend un peu comment on définit le haut QI. Et là aussi, il faut regarder. Et donc, si on regarde, qu'est-ce qu'on voit? Qu'ici, ils ont défini le haut QI comme étant 120 ou plus. Ah ben oui, mais c'est pas comme ça qu'on définit le haut QI habituellement. D'habitude, on dit 130 ou plus. 120 ou plus, c'est pas pareil. Ça inclut une proportion beaucoup plus large de la population. En l'occurrence, ça inclut 9% de la population. Donc, vous voyez, dans la population générale, il y a 9% de gens qui sont à 120 ou plus. Et dans cette étude de 415 adolescents avec troubles d'apprentissage, il y en a 10%. 9%, 10%. Est-ce que c'est vraiment très différent? À voir. Mais ce n'est pas tout. Parce que ici, ce n'est pas juste un QI total supérieur à 120. C'est en fait une conjonction de trois conditions. Ils étaient déclarés comme ayant un haut QI s'ils avaient soit un QI verbal, soit un QI de performance, soit un QI total de 120 ou plus. Alors vous voyez bien que réunir seulement l'une de ces trois conditions, c'est beaucoup plus facile que de réunir, de remplir la condition seulement QI total supérieur à 130. Donc en fait, il va y avoir beaucoup plus que 10% de la population qui a un indice supérieur à 120 entre verbal, performance et QI total. Et donc du coup, en fait, ce 10%, 10,4% qu'on trouve chez les 415 adolescents avec troubles des apprentissages, c'est pas un pourcentage élevé du tout, c'est en fait un pourcentage inférieur à ce qu'on attend dans la population générale. Par conséquent, on ne peut strictement rien conclure de cette étude qui, d'une part, ne porte pas sur la prévalence des troubles des apprentissages chez les hauts QI, mais la prévalence du haut QI chez les troubles des apprentissages, et qui, de toute façon, ne trouve pas une prévalence plus élevée. Donc, on ne peut rien conclure de cette étude, et tout ce que dit François Vialat de cette étude est faux. Troisième point, une diapo sur haut QI et psychopathologie, où il nous dit à nouveau, je me base sur des études de population générale, études épidémiologiques, etc. Et bon, là, il nous apporte quand même quelques bonnes nouvelles en disant le QI corrèle avec une bonne résistance aux psychopathologies, QI et anxiété non corrélées dans la population générale, mais une légère corrélation avec la toxicomanie, je n'ai pas vérifié la référence, c'est peut-être vrai, et les QI dans les troubles anxieux généralisés sont fortement aggravants. Et là, la référence à l'appui de cette étude, en fait, le graphe est montré, c'est le graphe qui se trouve ici. Et ce graphe montre le lien entre le QI qui est sur l'axe des ordonnées et un score d'anxiété qui est sur l'axe des X. Et donc, chez les sujets sains qui sont en bleu, on voit une corrélation négative. Plus le QI augmente et plus les symptômes d'anxiété diminuent, alors que chez les patients avec troubles anxieux généralisés, on voit une corrélation qui augmente. Donc, plus le QI est haut et plus les symptômes anxieux augmentent. Sauf que là, vous voyez, on est sur un diagramme avec quoi? 30 points? On n'est pas sur une étude épidémiologique, on est sur une toute petite étude
qui est basé sur un échantillon clinique de 15 patients avec troubles anxieux et 15 contrôles. Et on trouve une corrélation dans un sens pour un groupe et une corrélation dans un sens pour le groupe. En fait, moi, ce que je vois sur ce graphe, c'est que sur l'ensemble des deux groupes, il n'y a juste pas de lien entre QI et troubles anxieux. Donc là, on n'est pas du tout sur une étude en population générale, sur une étude fiable à grand effectif, etc. On est sur une étude avec un tout petit échantillon, avec un effectif limite pour calculer même une corrélation, dont on essaye de tirer des conclusions qui sont probablement pas fiables du tout. Quatrième exemple, Vialat nous dit, il y a des études en population générale, vous voyez, il a bien compris mon message. Par exemple, l'étude de Gier et al. 2009, qui mentionne une hypersensibilité qui est un point commun avec le syndrome d'Asperger. Alors pareil, moi je suis allé voir tout de suite qu'est-ce que c'est cette étude de Gier et al. Effectivement, ils étudient les hypersensibilités chez les enfants surdoués. Et quand on regarde, ah, mais c'est pas de chance, c'est pas encore une étude en population générale, c'est une étude qui est basée sur 80 enfants d'une école spécialisée pour surdoués. Donc après, peut-être que ces enfants sont hypersensibles, etc. Ils ont passé un questionnaire, ok, mais vous voyez qu'on n'est toujours pas au standard scientifique que j'avais demandé pour pouvoir dire des généralités sur les hauts QI. On est toujours sur les mêmes études qui sont faites sur des échantillons de haut QI qui avaient été diagnostiqués haut QI au préalable pour des raisons qu'on ne connaît pas. Évidemment, s'ils sont dans une école spécialisée pour surdoués, c'est sans doute qu'ils ont été détectés comme étant insatisfaits dans l'école où ils étaient, comme posant un problème. Les hauts QI qui marchent très bien en classe et qui ne se plaignent pas, eh bien évidemment, on ne les repère pas et on ne les envoie pas dans une école spécialisée pour surdoués. Donc on est toujours dans ce genre de petites études basées sur des échantillons ad hoc qui ne sont pas représentatifs de la population des hauts QI et donc du coup, dont on ne peut tirer aucune conclusion relative au QI en général. Donc voilà, c'était mon quatrième exemple sur la présentation de François Vialat. Je n'ai pas vérifié les autres références. Il y aurait sans doute lieu de faire un fact-checking plus systématique. Je ne dis pas qu'il dit que des choses fausses dans sa présentation, hein, je ne les ai pas vérifiées. Simplement, sur le petit échantillon que j'ai fait, je trouve que l'impression qui ressort n'est quand même pas très bonne. Et donc, en attente d'une vérification plus complète, je dirais il faut rester méfiant par rapport à tout ce qu'il affirme dans cette présentation.